Nouveau gouvernement, 37e du genre en Israël et nouvelle politique de défense. On commence d'abord par Itamar Ben-Gvir, figure politique bien évidemment controversée, qui devient le ministre israélien de la Sécurité nationale, un poste au pouvoir élargi, comme nous l'explique Loïc Stecher. De nouveaux pouvoirs pour Itamar Ben-Gvir. La police des frontières répondra directement au ministre de la Sécurité nationale, donnant à Itamar Ben-Gvir le contrôle d'une force qui mène des opérations sensibles en Cisjordanie, chargée de réprimer les émeutes et les manifestations palestiniennes, et également responsable de la surveillance des manifestations en Israël. Autre nouveauté, la police des frontières sera séparée de la police israélienne et placée sous le contrôle direct du nouveau ministère. Une décision qui devrait entrer en vigueur 90 jours après la formation du gouvernement. Des accords de coalition publiés après la modification à la Knesset ce mercredi de la loi dite Ben-Gvir, modifiant les règles de police existantes. Le texte stipule que le gouvernement a autorisé sur la police israélienne, autrement dit à Itamar Ben-Gvir, le pouvoir de diriger la politique générale de la police et de définir ses principales actions. Ce jeudi, Itamar Ben-Gvir s'exprimait en ces termes. Citoyen d'Israël, la fonction que j'occupe à partir d'aujourd'hui est compliquée, loin d'être simple, mais je répondrai à ce défi. Je vais relever ce challenge pour tous les résidents du Negev, de Galilée, pour tous les citoyens de l'État d'Israël. Je vais relever ce défi parce que nous n'avons pas d'autre pays. Et je sais aussi que cette mission ressemble à un marathon, une mission complexe à mener sur le long terme avec des hauts et des bas, mais grâce à Dieu, avec de la détermination et le sens de l'offensive, nous réussirons. Une nouvelle autorité déjà contestée, notamment par Benny Gantz. Ce dernier a déclaré qu'elle pourrait gravement nuire à la sécurité d'Israël. Et avec moi en plateau, général Eitan Dangot, ancien coordinateur militaire de l'armée israélienne dans les territoires. David Tzur, merci d'être avec nous également. Ancien député, ancien commandant de l'unité des gardes frontières de la police israélienne. Et depuis Jérusalem, le lieutenant-colonel Maurice Hirsch, ancien chef du parquet militaire de Judée-Samarie. Général Dangot, frappe à Damas, opération en parallèle dans les territoires. Tout va bien, pas de problème, visiblement. Les menaces à l'encontre d'Israël ne s'émeuvent pas des changements de gouvernement. Elles continuent, comme à l'accoutumée, de façon très claire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des grandes menaces. La plus pressante, la principale, c'est le terrorisme en Judée-Samarie. Et je rajouterai à cela la sécurité intérieure au sein de l'État d'Israël. Et la menace la plus importante, la plus cruciale, c'est la menace qui vient de l'extérieur via le bulldozer iranien, qui continue à avancer sur deux voies. Le développement et la réalisation de ces menaces sur l'axe non conventionnel, qui va essentiellement de l'Iran vers l'extérieur et inversement, et l'axe le plus significatif qui est l'axe terrestre. L'activité que vous avez mentionnée est une activité qui illustre la continuité des activités israéliennes dans son approche de l'utilisation de la force face à ces menaces. Alors on va y venir. David Tzur, on va revenir au principal sujet d'abord de Itamar Ben-Gvir, qui reçoit donc des affectations visiblement des gardes frontières de la division de Judée-Samarie. Vous en pensez quoi ? Tout d'abord, il s'agit d'un accord de coalition et sur le terrain, rien n'est encore fait. Nous avons effectivement vu que de nombreuses annonces des accords de coalition sont destinées à ne rester que sur le papier et non être appliquées. Ce n'est pas moi qui le dis, nous avons entendu cela de la bouche même du Premier ministre et autres. J'espère véritablement que ce sera le cas pour cette disposition, car le transfert de la police des frontières sous la responsabilité du ministère de la Sécurité intérieure et du ministre c'est quelque chose qui pourrait entraîner un chaos au niveau opérationnel, au niveau juridique et au niveau politique, car il renferme des sous-entendus pouvant laisser penser à une soi-disant annexion de facto. Et en fait, cela crée un problème essentiellement opérationnel en termes d'unité du commandement. Mais on l'a déjà vu, tout récemment, lorsqu'une adolescente a été tuée alors qu'elle ne devait pas être sur un toit dans une des villes palestiniennes, on a vu une guerre interne déjà entre l'armée israélienne et la police des frontières. Donc cette guerre, elle existe.
Il faut savoir que les compagnies de la police des frontières en Judée-Samarie relèvent des brigades militaires et non sujettes aux ordres du général du front centre. Pour tout ce qui concerne les débriefings, il y a toujours eu des frictions, mais il y a eu beaucoup plus de réussite et de coordination réussie dans l'activité de cette force. Lorsque j'étais le commandant de la police des frontières, au plus fort de la deuxième intifada en 2002, les commandants de division me disaient « Donnez-nous une compagnie de la police des frontières. Nous la préférons à tout un régiment de combattants d'infanterie. » qui viennent, font les activités opérationnelles qu'on leur demande et repartent chez eux, ou des réservistes. L'avantage des combattants de la police des frontières qui se trouvent sur place, c'est qu'ils connaissent parfaitement l'histoire du secteur, la dualité de leur rôle, étant à la fois des policiers et des combattants. Ils sont donc en contact quotidien avec cette même population civile. Ils savent en tant que policiers comment agir pour tout ce qui les concerne. Il y a aussi des unités spéciales comme le Yamas et autres qui savent réaliser des opérations de la meilleure façon possible. Et nous n'avons même pas mentionné le Yamam qui opère conjointement avec le Shabak. Alors j'aimerais poser la question à Maurice Hirsch. Messieurs ici en plateau, Maurice, me disent qu'ils n'acceptent pas cette décision. Qu'est-ce que eux comprennent que Benyamin Netanyahou visiblement ne comprend pas, selon vous ? Je dois vous dire que pour moi, ces accords ne constituent pas particulièrement un problème, ni en ce qui concerne le transfert de la police des frontières au ministère de la Sécurité intérieure, ni ailleurs, et cela ne constitue aucunement un problème juridique. Tous ceux qui opèrent en Judée-Samarie opèrent selon les prérogatives du général du commandement centre, y compris les unités de la police qui fonctionnent aujourd'hui. Tout cela est réglementé par des ordonnances concernant la Judée-Samarie. C'est uniquement une question de coordination des forces et rien d'autre. Cette coordination, c'est quelque chose qu'il est possible de réaliser, sur laquelle il est possible de se mettre d'accord. Comme cela a été dit précédemment, il n'y a pas une grande différence entre la police des frontières et le Yamam qui va sur le terrain pour réaliser certaines missions. Là aussi, il faut une coordination au niveau opérationnel et au niveau du commandement, et l'opposition à ce transfert est plus une opposition affective, émotionnelle, basée sur le passé, et les gens ne comprennent pas exactement comment ça va se passer. Je ne crois pas que cela pose véritablement problème auquel il n'est pas possible de trouver une solution. Alors je vous laisse, messieurs, juste réfléchir à votre droit de réponse. J'aimerais lancer juste un instant autre sujet de discorde, la nomination de Bezalel Smotrich, un ministre à l'intérieur du ministère de la Défense. Regardez et on en parle juste après. Depuis 1967, l'administration civile dans les territoires sont à la charge du ministère de la Défense. Le COGAT est notamment en charge des aspects de la vie palestinienne lorsqu'elle interagit avec Israël, comme par exemple la délivrance de permis d'entrée en Israël ou encore le transfert de biens à Gaza et en Cisjordanie. De son côté, l'administration civile, qui fait partie du COGAT, gère la planification et la construction d'habitations dans la zone C, zone qui comprend environ 60% de la Judée-Samarie où résident près de 500 000 Israéliens et des milliers de Palestiniens. Bezalel Smotrich, qui avait fait pression pour que l'administration civile soit transférée sous son ministère, celui des Finances, aurait ainsi finalement obtenu d'avoir un pouvoir de décision sur les dirigeants de ces deux instances, en coordination toutefois et en accord avec le Premier ministre. Et de retour donc à notre plateau, messieurs David Sour et Eitan Dan-Got, celui qui veut répondre. À l'instant, Maurice Hirsch disait que vous étiez des sentimentaux. Vous réagissiez avec le sentiment plutôt qu'avec le côté professionnel. Vous lui répondez quoi ? J'aimerais répondre par deux points principaux à ce sujet. Pour arriver à une capacité opérationnelle stable de haut niveau en Judée-Samarie, il a fallu travailler de nombreuses années et tirer les conclusions qui s'imposent. Les forces de la police des frontières relèvent du général du commandement de la région centre. Pour arriver à ce modèle, il a fallu, disons, tout un processus au cours duquel les leçons ont été tirées. Actuellement, il s'agit d'une activité opérationnelle qui est jaugée en fonction des résultats obtenus. Et c'est l'activité opérationnelle la plus simple, la plus appropriée et la plus efficace en Judée-Samarie. Simplicité au niveau du commandement, simplicité au niveau de la mise en œuvre des forces et coordination entre les commandants. Il n'y a rien d'émotionnel dans tout cela. C'est sciemment que les commandants agissent de cette façon. Peut-être que Maurice Hirsch veut vous répondre. Un instant. Maurice, à vous.
Écoutez, j'ai du mal à comprendre tout ça. Précédemment, on a dit qu'il y avait un problème de principe. Maintenant, le général Dangote dit que ce qu'il faut, c'est une bonne coordination entre les commandants. C'est exactement ça, le problème n'existe pas. Et si nous sommes d'accord pour dire qu'il n'y a pas de problème de principe qui empêche la réalisation de ce programme, alors nous pouvons nous pencher sur les détails. Et c'est là que tout se joue dans la création de la capacité de coordination des différentes forces qui agissent dans ce secteur, ayant reçu une seule et même directive dans un seul et même but opérationnel. Il ne faut rien de plus. Et si tout cela est réglementé et mis au point, toute opposition à cette mesure n'a pas lieu d'être. David Sour. Avec tout le respect qui est dû, il ne s'agit pas ici d'un problème juridique ou organisationnel. Il s'agit ici de la cohésion du commandement, dans la mesure où une telle coordination sera nécessaire pour l'entrée sur le terrain des forces de la police des frontières, qui ne s'y trouvent pas tous les jours. L'armée, responsable du secteur, s'y opposera. L'armée voudra des forces organiques, présentes à tout instant sur le terrain. La création de 2 systèmes de commandement sur une force qui opère dans un territoire donné, c'est quelque chose qui générera des problèmes au niveau opérationnel et autres. L'armée s'y opposera et nous aboutirons à cette situation. Aujourd'hui, l'armée paye pour ses compagnies, elle les finance. La police des frontières, comme l'a dit le général Dangote, constitue cette force. C'est la police des frontières qui est chargée de constituer cette force. À partir du moment où le ministère de la Sécurité intérieure pourra également donner l'ordre d'agir, cela signifie qu'il y aura des coordinations sans fin, à tel point que cette mission n'aura plus lieu d'être. On créera donc des forces internes organiques. Je comprends d'où cela vient. Le ministre de la Sécurité intérieure désire transférer ses forces en deçà de la ligne verte, là où les combattants font des pas. Et c'est vrai qu'il en manque dans le Negev, dans le Nord, etc. Ce qu'il faut, ce n'est pas créer un problème supplémentaire pour résoudre un problème existant. Il faut combler le manque dans la région du Negev, du Nord, et partout où cela est nécessaire, et non pas prendre une force organique qui est de nature militaire. Le fait qu'elle porte un uniforme de la police des frontières, c'est du camouflage. Ce qu'il faut donc faire, c'est se pencher sur ce problème non pas avec les yeux d'un juriste. À cela, il est possible de trouver une solution. Il faut examiner ça sous un aspect opérationnel, et là, nous avons un problème. Eitan réitère ce qui a été dit précédemment. Il s'agit de la coordination de toutes les forces. Pardonnez-moi, monsieur, mais vous avez tout faux. Tout simplement parce que... Mais non, vous parlez soi-disant au nom de Tsahal et dites que Tsahal refusera cette aide. Cela n'est pas la première fois que cela arrive. Tsahal a déjà eu besoin de quelque chose du ministère de la Sécurité intérieure et ne l'a pas reçu en Judée-Samarie aussi. Cette répartition est véritablement impossible. Pendant de nombreuses années, le ministère de la Sécurité intérieure s'y est opposé, la police s'est opposée à la réalisation de simples opérations qu'elle aurait dû entreprendre en Judée-Samarie. D'entrée de jeu, cette distinction entre les forces existe et ce n'est pas quelque chose de nouveau que l'on crée actuellement en faisant dépendre la police des frontières de Judée-Samarie du ministère de la Sécurité intérieure. La police ne dépend pas du ministère de la Défense, du général du commandement de la région centre. Parler d'une coordination que l'on jugera sur 3 ou 4 mois, c'est impossible. Dans nos activités, nous n'avons pas de deuxième chance. Ce sont des vies humaines que l'on risque. Le modèle actuel est un modèle auquel on est arrivé après de nombreuses opérations de Tsahal et du commandement centre. La police des frontières de Judée-Samarie se considère comme partie intégrante des forces de l'armée d'Israël. Comme l'a dit David, il existe un écart qui m'inquiète énormément et qui, à mon avis, constitue notre principal problème, la sécurité intérieure au sein de l'État d'Israël. Il est donc préférable de créer ici à cette fin une force, de lui donner les moyens nécessaires. Ses méthodes opérationnelles seront différentes. En cas d'attaque terroriste, il ne s'agit absolument pas de coordination, mais bien d'opération sur le terrain. Les commandants connaissent la procédure, la culture militaire est la même, et le rôle de la police des frontières est différent. Il y a un autre point que vous n'avez pas abordé. En parlant de coordination, on retire au chef de la police la responsabilité et le commandement de la police des frontières. Ce n'est pas lui qui décide du déploiement des unités de la police des frontières dont il est responsable. Mais si demain la police des frontières dépend du ministère de la Sécurité intérieure, c'est ça la nouveauté. Être ministre, c'est avoir des responsabilités politiques, ce que j'accepte. Mais envoyer des forces sur le terrain relève de responsabilités opérationnelles. Et cette prise de décision, si elle relève de ce ministre, qui fait de la politique, c'est très problématique. Le ministre n'est pas le chef de la police, il doit prendre des décisions et décider avec le chef de la police quelle sera la répartition des forces sur le terrain. Mais s'il pilote à la fois la politique et qu'il décide également de l'emplacement de telle ou telle compagnie, cela ne relève pas de ses compétences professionnelles et c'est tant mieux. Messieurs, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un mois
après les premières décisions ministérielles et peut-être qu'on pourra faire un premier bilan. Il y a un proverbe qui dit « on ne change pas une équipe qui gagne » et les mesures que l'on voit ici, ce ne sont pas des mesures qui ont été prises pour améliorer les capacités opérationnelles. Les motifs sont tout autres et il ne faut pas avoir peur de le dire. Il s'agit d'avoir le pouvoir décisionnaire sur des forces très importantes sur un terrain qui est déjà très glissant. Donc, si deux organes différents donnent des ordres contradictoires en ce qui concerne l'intervention des forces, et cela n'a rien à voir avec les uniformes de la police des frontières qui sont des uniformes de police, on verra régner le chaos le plus total et cela pourra même nous coûter des vies humaines et des blessés. Maurice Hirsch, le mot de la fin en quelques secondes. C'est une unité du ministère de la Sécurité intérieure et il peut en être de même avec la police des frontières et il est possible de créer des rapports hiérarchiques. Mais c'est exactement ça, il n'y a pas d'opposition de principe. Nous devons arrêter de dire que c'est de cela qu'il s'agit. Les commandants continueront à se parler, les commandants continueront à communiquer et les forces continueront à agir. Je n'ai jamais vu que le ministère allait lui-même être responsable des opérations sur le terrain. Selon moi, c'est totalement exagéré. Je crois que les gens ne comprennent absolument pas quel est le contenu de ces mesures. Mais si c'était réellement le cas, et je n'en suis pas convaincu, cela est répréhensible. Il est évident que nous ne pouvons pas accepter qu'un homme politique donne des directives à un soldat sur le terrain. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter car c'est irréalisable et il faut aussi arrêter de ramener ça sur la table. C'est plus une anecdote destinée à mettre des bâtons dans les roues qu'à représenter ce que l'on a véritablement l'intention de faire sur le terrain. Général Dangote, David Sour, Maurice Hirsch, merci d'avoir été avec nous. On conclut cette session par ce sujet préparé par Océane Nicole. Selon un récent rapport, la majorité des jeunes israéliens ne s'engageront pas dans l'armée pour le service obligatoire d'ici 2050. Océane Nicole. De moins en moins d'Israéliens engagés dans l'armée, c'est le constat du ministère de la Défense. Si le service militaire est obligatoire en Israël pour les jeunes de 18 ans, 2 ans et 8 mois pour les garçons et 2 ans pour les filles, les étudiants des écoles talmudiques sont, eux, partiellement exemptés de s'enrôler dans l'armée. Selon les estimations des tendances démographiques du pays, en 2050, seuls 41% des jeunes Israéliens de 18 ans s'engageront dans Tsahal. En chiffres, sur les 241 000 jeunes qui auront 18 ans en 2050, 99 200 effectueront leur service militaire. Toujours selon ces estimations, 6,3% des jeunes de 18 ans en 2050 feront eux un service civil et non un service militaire au sein de Tsahal. Pour 52,3% de ces jeunes, ils n'effectueront aucun service. Parmi eux, une grande majorité, 57% seront issus de la communauté ultra-orthodoxe. 35% seront issus de minorités comme des chrétiens ou des musulmans. 8% seront eux issus de la population juive non haredi, exemptés pour diverses raisons, notamment leur état de santé. Des données jugées inquiétantes pour certains responsables de la défense.